Bonsoir, bienvenue, merci de regarder Face à Face. Bonsoir, monsieur le député Giovanni William, comment allez-vous? Bonsoir, ça va, merci. Ça va? Ça va. Bon, on vous prend comme ça un peu, non pas au saut de l'avion, mais vous avez tellement de choses à faire, puisque vous êtes à cheval sur la France, Paris, Palais Bourbon, l'Assemblée nationale, où il se passe plein de choses ces jours-ci, et puis la Martinique. Vous allez nous raconter ce que vous faites en Martinique, mais votre vie depuis que vous êtes élu, hein, c'est ça, vous prenez l'avion assez régulièrement. C'est un mandat à la fois local et national. Exactement. Oui. Être député, c'est représenter une population au local, mais la représenter à Paris, au Palais Bourbon, dans les ministères, un peu partout. Et l'actualité est dense. Alors, vous siégez, donc vous avez été élu en 2022, puis réélu 2024. Vous siégez au sein du groupe socialiste apparenté, mais vous êtes rattaché à PIA pour le financement de la vie politique. C'est une incongruité, non? Non, pas du tout. C'est-à-dire que quand on n'a pas de parti politique, il faut un rattachement financier. Oui. Parce que quand on est élu, eh bien, il y a des fonds qui sont alloués aux élus. Oui. Et PIA, qui m'a soutenu en 2022, ça a été naturel avec mon équipe, avec mon suppléant Jean Lannoy. Oui. Donc il y a eu ce rattachement en 2022 à PIA. Chaque année, on fait le rattachement. Donc il y a eu 2022, 2023, 2024, 2025. Pour la prochaine année, ce sera pas PIA, pour l'instant en tout cas. Ce sera un autre groupe, dans la mesure où c'est une question... Mais vous êtes socialiste, là, vous êtes apparenté socialiste. Enfin, vous êtes dans le groupe socialiste et apparenté, vous pourriez être socialiste? On vous voit beaucoup avec Béatrice Bellé, vous faites des vidéos sur Insta ensemble, vous dites, voilà, c'est une victoire, on est ensemble et tout. Vous pourriez passer comment dire, être attaché au PS? Ce serait un rattachement, encore une fois, un rattachement financier, mais en aucun cas un rattachement politique dans le sens où on l'entend. Mais vous faites cause commune quand même souvent. Bien sûr, mais il faut, hein, et bien avec les autres députés aussi. Et ce sera donc le PS, le rattachement? Sans doute. D'accord. Votre décision à ce moment? Sans doute, oui, voilà. Sans doute. Prise. Sans doute, et j'ai des partenaires politiques. Hein. Il y a Initiative franciscaine aussi, avec laquelle je travaille énormément. Donc là aussi, il y a ces enjeux-là qui sont à prendre en compte. Alors, comme on parle de Béatrice Bellé, je vous pose une question comme ça on l'évacue. Certains se positionnent sur les élections municipales. Hein, tout le monde a cette échéance en ligne de mire. Vous êtes bien au Palais Bourbon, vous allez rester là. Même s'il y a une dissolution, vous n'irez pas briguer un mandat municipal. Exactement. J'ai fait la réponse. En tout cas, je ne serai pas tête de liste dans cette élection. Mais je supporterai sans doute un candidat. Et j'espère qu'il va se prononcer très rapidement. Lequel? Je pense que le maire actuel en place, Farel François-Augrain, qui m'a soutenu en 2022 et 2024, en lequel je crois, au Robert. Oui. Voilà. D'accord, donc vous allez être le soutien. Venons-en maintenant à cette situation de blocage, en tout cas vraiment d'une densité que le gouvernement, tel comme nous ne comprenons pas, le budget 2026. On va le voter, le budget de la nation française, hein, s'entend, on va pouvoir le voter avant le 31 décembre de cette année? C'est compliqué, comme chacun a pu le voir. Il y a le budget général, on parle de PLF, il y a le budget de la sécurité sociale. Ces deux budgets doivent passer par l'Assemblée nationale et par le Sénat. En ce moment, le Sénat est en train de discuter sur le budget général et le budget de la sécurité sociale. Lui, il est passé d'une chambre à l'autre, il est passé en commission mixte paritaire, il n'y a pas eu de conclusion et donc on repasse en deuxième lecture pour ce budget de la sécurité sociale. Et il faut qu'on ait un budget, deux budgets votés cette année, mais ça semble assez mal parti. Et alors, bon, donc il y a eu un vote de l'Assemblée nationale, donc il y a un certain nombre de choses. Enfin, la liste est très longue, il y a des mesures, par exemple, sur l'imposition des plus riches, la fiscalité des entreprises, les sujets liés au travail, matière de consommation, les familles, les retraites, etc. Et là, entre autres, il y a vraiment d'autres chapitres. Et là, le Sénat est en train de détricoter. Aujourd'hui, au moment où on enregistre cette émission, ce matin, on nous parle, par exemple, des services à la personne qui bénéficiaient de défiscalisation. Là, ils sont en train de revoir la copie. Oui. Et donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Donc, ils vont dire non à peu près tout. Et puis, donc, ou alors, ils vont voter différemment. Il va falloir quoi? Une commission mixte paritaire? Tout à fait. Et on va s'entendre quoi sur le minimum? Ce sera un budget de compromis. Oui.
dans la mesure où, à l'Assemblée, on voit déjà qu'il n'y a pas de majorité. Oui. Au Sénat, malgré le fait qu'il y ait une majorité clairement définie à droite, eh bien, il faudra de toutes les façons faire en sorte qu'il y ait un budget. Maintenant, le dernier mot appartient à l'Assemblée nationale. Malheureusement, je crains qu'on n'ait pas le temps d'avoir une deuxième lecture du budget général. Je ne sais pas si on passera par des ordonnances, malheureusement. Mais alors là, ce qu'il y a sur la table pour faire adopter le budget, soit on recourir à une loi spéciale, donc qui est prévue par l'article 45 de la Constitution, ou peut-être une ordonnance. Donc là, c'est plus flou, ce serait l'article 47.3. Oui. Et là, même les spécialistes s'y retrouvent pas, ils comprennent pas parce que ça n'a jamais eu lieu. Et on dit que dans ce cas-là, le projet initial qui pourrait être proposé soit le projet du gouvernement. C'est faisable, mais je ne pense pas que ça va se faire dans la mesure où le Premier ministre a annoncé que le budget qui sera décidé sera le budget des parlementaires. Espérons-le. Après, est-ce que la réforme des retraites, par exemple, qui a été sortie, pourrait revenir ? Ça peut revenir. Il y a des élus qui souhaitent que ça revienne sur la table. Mais nous avons été clairs sur ce sujet. Sinon, donc, il y aura censure. On verra. Et alors, est-ce que vous... Alors, j'ai vu, donc je faisais allusion à cette vidéo, aux vidéos que vous pouvez faire avec Béatrice Bellé. Vous avez sauvé la LODEOM, vous le dites à deux. Donc, c'est environ 350 millions d'euros. Ça, c'était dans le cadre du projet de loi de finances de la sécurité sociale. Ça y est, c'est réglé, ça? Ou bien encore, on peut revenir dessus? On peut dire que c'est réglé dans la mesure où le Sénat aussi a eu les mêmes conclusions. D'accord. La vidéo a été faite avec Béatrice Bellé, mais il faut souligner que ce sont tous les députés ultramarins vent debout contre cette demande de rabot sur la LODEOM, qui, je rappelle, ne concerne les entreprises, mais concerne aussi l'emploi. Ça, il faut le rappeler. Oui. Donc ça, on est à peu près sûr qu'aujourd'hui, la LODEOM est sauvée pour cette année. Même il faudra revenir dessus. Même si, en fait, aujourd'hui, quand on parle de réforme de la LODEOM, c'est sûr, notamment, au vu d'un rapport de l'IGAS qui tempérait un petit peu les effets, en fait, qui disait que finalement, les conséquences positives en termes de création d'emplois, la preuve restait à apporter, en fait. Oui, c'était le rapport, mais ce rapport, il est imparfait. Oui. Plus qu'imparfait, dans la mesure où ce rapport n'a pas été fait filière par filière, dans la mesure où il n'y a pas d'étude d'impact sur un coup de rabot. Oui. Et donc, il fallait avoir des éléments plus concrets, plus détaillés pour refondre la LODEOM, parce que de toutes les manières, l'année prochaine, il faudra que les élus, que les professionnels, donc les entreprises, qu'on puisse se mettre autour de la table et décider ensemble de ce qu'on va faire de cette LODEOM. Juste, on va revenir à l'Assemblée nationale, et notamment parler de la vie chère, de yield management. J'ai compris que c'était un sujet qui vous intéressait. Juste un mot, là, en fait. Comme on parle de réforme, dernièrement, j'ai interviewé le président de Banamart sur on sent qu'il y a une réforme du POSEI qui peut venir. Oui. Est-ce que vous avez été sollicité par les responsables de Banamart ou de la banane antillaise sur cette réforme et ce financement, notamment européen, parce qu'ils sont dans une campagne de lobbying? Tout à fait. Nous sommes sensibilisés régulièrement sur les questions relatives à l'Europe, évidemment sur le POSEI. Qu'est-ce que vous leur dites? De toutes les façons, il faudra voir ce qui se passe en Europe. Oui. Ça, c'est clair. Mais d'un point de vue local et d'un point de vue national, quand les choses vont arriver chez nous, dites-vous bien que nous aussi, nous mettrons vent debout contre ce qu'ils souhaitent faire sur le POSEI. Il y a un autre sujet aussi qui les intéresse, c'est la cercosporiose noire. Oui. Vous avez été sollicité, j'imagine. Tout à fait. Ils disent qu'il faudrait des drones pour pouvoir faire de l'épandage un peu ciblé. Vous en pensez quoi? Écoutez, le texte est passé à l'Assemblée nationale et au Sénat. Il y a des décrets d'application qui doivent être vraiment appliqués sur le terrain. Moi, je suis pour qu'on utilise les nouvelles méthodes, les nouvelles technologies, dès lors qu'il n'y ait pas d'impact sur la nature, d'impact négatif sur la nature. Et en l'occurrence, d'après les essais qui ont été faits, l'impact semblerait être positif. Donc, moi, je suis pour ça. OK. Venons-en à la vie chère. Il y a eu des émeutes l'année dernière, il y a une grosse mobilisation à partir de septembre. Il y a une commission qui a été réunie, avec des négociations ici. Le ministre d'alors, Manuel Valls, s'est emparé de ce sujet-là, a présenté un projet de loi. Là, la nouvelle ministre dit que ce sera reporté. Ce qui était urgent semble ne plus l'être. Qu'est-ce qui se passe au niveau des mesures à prendre pour que la vie soit moins chère dans nos régions, dans nos territoires? L'État n'a pas pris ses responsabilités dans ce dossier dans le cadre de ce fameux protocole d'accord. Ça, c'est un premier fait. Pourquoi? Dans la mesure où il était question financièrement de donner des fonds, de faire en sorte qu'il y ait des aides aux frais plus conséquentes, ce qui n'a pas été fait. En réalité. Ensuite, ce n'est pas le projet de loi Valls qui va régler... Il n'y a pas eu de baisse de TVA?
ça n'a pas été réglé en totalité. En tout état de cause, le projet de loi ne va pas régler la question de la vie chère. Et le projet de loi, tel qu'il soit présenté à l'Assemblée, parce qu'il est passé au Sénat avec des amendements, ce projet de loi... Fondamentalement, parce que... Fondamentalement, c'est pas ça qui va tout régler. Oui, il dit, bien sûr, mais il dit contrôle, création d'une plateforme logistique, transparence sur les avantages commerciaux, renforcement de la concurrence, soutien au tissu économique local. Qu'est-ce qui manque fondamentalement à la proposition Valls que vous voudriez absolument mettre dans un tel texte? Il y a beaucoup de choses. En matière de continuité territoriale, il n'y a rien. Ça, c'est une première chose. Le soutien à la production locale, il n'y a rien non plus là-dedans. Donc ça aussi, concernant les normes, toutes les normes auxquelles sont confrontés les acteurs économiques, il n'y a rien dessus également. Donc déjà ça, ce document Valls, là, il est imparfait. Ça, c'est mon avis. Ensuite, quand on parle de vie chère, ce qu'on prend dans le caddie, mais il n'y a pas uniquement ça. Il y a les pièces détachées, il y a les billets d'avion. Ça, c'est une de vos préoccupations. C'est une de mes préoccupations. Là aussi, il n'y a rien sur cette question. Et puis, de toutes les manières, un projet de loi, aussi bien soit-il, ne peut être qu'imparfait si, au local, de notre côté aussi, les choses n'avancent pas. Donc, le soutien à la production locale, la raréfaction des terres agricoles, qui existent, mais les jeunes agriculteurs ont du mal aujourd'hui à avoir des terres agricoles. On a du mal à concevoir notre production locale. On a du mal, même nous-mêmes, à concevoir cette éducation à l'utilisation de produits locaux. Donc là aussi, de notre côté, on doit faire notre part. D'accord. Là, rapidement, il nous reste vraiment peu de temps, malheureusement. Votre actualité, c'est aussi cette commission d'enquête sur les dysfonctionnements obstruant l'accès à la justice adaptée aux besoins des justiciables ultramarins. Donc là, vous menez un certain nombre d'auditions. Tout à fait. C'est quoi? Ça va déboucher sur quoi? C'est quoi le nœud et sur quoi vous voulez déboucher? Tout à fait. Le rapporteur Davy Riemann et le président Gumps ont souhaité cette commission dont je suis membre. Eh bien, tout d'abord, c'est à faire le constat de ce qui manque, ce qui ne va pas. Et puis, pour ma part, j'ai auditionné la Chambre des notaires, les archives territoriales. On a pu dénouer un certain nombre de freins. Et là, aujourd'hui, ça va nous permettre d'être en action, faire des propositions, voir au niveau des ministères s'il y a des choses à améliorer. Et il y en a beaucoup. Là, j'ai vu, juste rapidement, désolé, j'ai vu un extrait de l'audition que vous avez fait de Mme Gachet de la Soupamar et de Monsieur de Saint-Aurin, qui parle d'un conteneur qui serait abandonné sur un terrain de Saint-Joseph avec 15 000 titres. J'ai auditionné la Chambre des notaires. La Chambre des notaires dit qu'il n'y a pas 15 000 titres dans la nature, qu'ils ont réglé le problème. Maintenant, il faudra que nous confrontions tout ça pour dénouer le vrai du faux et faire en sorte que les choses avancent. Vous avez découvert ça un peu comme... On a été interpellés par la Sopamar notamment, et c'est pour ça que j'ai souhaité auditionner tout le monde. Enfin, pour conclure, un mot sur la situation politique actuelle en Martinique, avec toutes ces affaires. Vous êtes avocat par ailleurs, mais toutes ces affaires, et puis voilà, la situation politique, on parlait des municipales. Qu'est-ce que vous en pensez, alors, en étant à Paris et aussi en Martinique? Écoutez, moi, je fais confiance à la justice. Je considère que la justice doit faire son travail. La justice a pu condamner certaines personnes politiques et a pu relaxer d'autres. Donc, pour ma part, je laisse faire la justice. Il y a des droits de recours, cour d'appel, cour de cassation. Laissons faire la justice tranquillement. Nous sommes 350 000. J'ai l'impression que nous sommes 350 000 juges, 350 000 avocats. Non, laissons faire la justice. Le travail se fait et on verra après. Mais ce qui est dommage, c'est que ça perturbe aussi le citoyen qui a de moins en moins confiance aux politiques. Merci, monsieur le député. On aurait voulu passer plus de temps avec vous. Merci. Il y a peut-être un thème que vous vouliez aborder? Sur le yield management, mais j'évite sur le yield management, donc cette pratique commerciale qui vise à faire augmenter le prix parce qu'on va tapoter sur nos téléphones. Eh bien, on travaille sur cette question-là. Sur les billets d'avion, les ministres sont au courant et il y aura peut-être une mission et faire en sorte que les choses avancent là aussi sur ce point-là. Merci, député Giovanni William. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Je vous retrouve pour un prochain Face à Face sur ATV. Bye bye, à bientôt.